Bonsoir à tous, bienvenue dans Terre des Hommes. Alors ce soir on va parler de pollution. Vous savez, la pollution, quand on y pense, on a souvent des idées bien précises en tête, la pollution plastique par exemple. Mais on va parler d'une autre forme de pollution qui est peut-être moins intuitive et pourtant très importante. Les scientifiques commencent de plus en plus à s'y intéresser. C'est la pollution lumineuse. Et oui, la lumière aussi pollue. C'est cette idée peut-être un peu folle mais pourtant de plus en plus concrète qu'on va tâcher d'explorer en se posant aussi une question. Au fond, si la lumière pollue, est-ce que la nuit en revanche, qui est une ressource naturelle, n'est pas justement une ressource qu'il faut préserver pour l'intérêt des écosystèmes, pour l'intérêt aussi des hommes et des femmes, qui sont les premiers aussi à ressentir les effets de cette pollution lumineuse. On en parle tout de suite dans Terre des Hommes. Alors la pollution lumineuse, pour en parler, évidemment, il nous fallait un astronome, évidemment, parce qu'ils sont les premiers concernés. Forcément, plus il y a de lumière, moins on voit le ciel étoilé. C'est pour ça que j'ai le plaisir d'accueillir François Collat. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes astronome à l'Observatoire de Paris et vous êtes en particulier un grand connaisseur des réserves de ciel étoilé. On va voir dans un instant ce que c'est-à-dire finalement des réserves dans lesquelles on essaye de préserver le plus possible l'obscurité pour mieux voir les étoiles. C'est très poétique, mais c'est aussi très concret pour les scientifiques. À côté de vous, j'ai le plaisir d'accueillir Yvan Twitou. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes médecin chronobiologiste, donc spécialiste des rythmes biologiques, et vous êtes aussi double académicien. Je crois que vous êtes membre de l'Académie nationale de médecine et président honoraire de l'Académie de pharmacie. Et c'est pour l'Académie de médecine que vous vous êtes penché notamment sur la question de la pollution lumineuse et de son impact sur la santé humaine. Vous avez listé de très nombreuses conséquences négatives de cette pollution lumineuse. On va en parler dans un instant. Et à côté de vous, vous avez Vincent Bordenave. Bonsoir Vincent. Vincent que les lecteurs du Figaro connaissent bien, journaliste au service Sciences et Environnement du Figaro. Vincent qui connaît bien aussi le sujet des réserves de ciel étoilé. Je crois qu'on avait discuté ensemble du pic du Midi sur lequel auquel vous avez voyagé. Vous allez nous parler aussi de cet impact de la pollution lumineuse, notamment sur les écosystèmes, parce que c'est aussi une question pour les animaux, les végétaux qui sont aussi les premiers impactés par cette pollution lumineuse. Alors peut-être pour commencer cette discussion en plateau avec chacun de vous, un chiffre qui peut permettre de situer un peu le débat. De quoi est-ce qu'on parle quand on parle de pollution lumineuse ? Tout simplement peut-être de ça. On estime aujourd'hui, c'est un atlas mondial de la pollution lumineuse qui est édité par des scientifiques et qui permet de l'établir. On estime qu'un tiers environ de l'humanité, donc un tiers de l'humanité ne voit pas la Voie lactée lorsqu'il s'endort le soir. C'est-à-dire que la pollution lumineuse, c'est d'abord ça. Ce sont des personnes, des hommes et des femmes qui n'ont plus accès à l'obscurité qui permet de voir les étoiles comme on les voit quand on est, par exemple, dans sa maison de campagne, bien loin des grandes villes, des grandes métropoles qui, on le sait, sont beaucoup plus éclairées. C'est une pollution qui affecte en priorité les habitants des pays développés. C'est peut-être d'ailleurs un des seuls phénomènes aujourd'hui de dégradation de l'environnement qui affecte d'abord les pays développés et pas d'abord les pays les plus défavorisés, puisque ce sont évidemment les pays les plus développés où il y a le plus d'éclairage public. Alors le fait qu'on ne puisse pas voir la Voie lactée, ça a un impact peut-être, on va dire, poétique. C'est une façon moins désirable d'habiter le monde. Ça pourrait n'être pas si grave, mais ce que vous allez nous dire, vous, Yvan Twitou, c'est que c'est bien plus que ça. Ne pas voir les étoiles, c'est une chose, mais la pollution lumineuse, ça a aussi des répercussions concrètes sur la santé. Alors peut-être d'abord, une première question pour vous, puisque vous êtes chronobiologiste. Le fait d'avoir trop d'intensité lumineuse la nuit, ça affecte les rythmes biologiques, c'est ça ? Je crois que pour y comprendre quelque chose, il faut dire que la lumière est indispensable à la vie, à l'individu, indispensable. Mais elle est indispensable parce que l'homme, l'être humain, est diurne le matin. Le soir, elle est toxique. Et elle est d'autant plus toxique, c'est pour la raison pour laquelle on l'appelle pollution, elle est d'autant plus toxique qu'on y est exposé plus longtemps. Donc, il y a des problèmes majeurs qui se posent lorsqu'il y a une exposition la nuit à la lumière artificielle. Ça se retrouve dans un certain nombre de conditions. Travailleurs postés, c'est un problème de santé publique majeur. Donc quand on travaille la nuit ? Quand on travaille la nuit ou qu'on travaille dans un système qu'on appelle horaire atypique de travail. Et donc c'est un problème majeur parce que ça concerne grosso modo 25% de la population dans les pays développés. Et puis se profile actuellement avec les écrans, les fameux écrans, se profile le problème des adolescents et des enfants même, parfois à 8 ans,
qui sont plongés sur ces écrans à longueur de temps, à longueur de nuit, ce qui pose un problème dont on ne connaît pas encore ce qu'il en résultera, parce qu'on n'a pas assez de profondeur, assez de champ pour l'apprécier. Donc, lumière, c'est très bien, c'est bien le jour chez les diurnes que nous sommes, à l'exception des travailleurs postés. C'est beaucoup moins bien la nuit quand il y en a trop. Yvan Twitou, vous avez conduit un certain nombre d'auditions de scientifiques, de médecins, d'ophtalmos, de psychologues, d'experts sur ces questions justement de santé publique. C'est un rapport qui a été publié par l'Académie nationale de médecine en 2021. Est-ce que vous estimez que le problème que pose la pollution lumineuse, qui date pas d'hier, ça fait pas que quelques jours qu'on a commencé à éclairer de plus en plus la nuit, c'est un problème qui est relativement nouveau pour les autorités de santé? Est-ce qu'on n'en avait pas suffisamment confiance avant ? Je pense qu'on en avait conscience, mais peut-être moins. Parce que c'est vrai qu'il y a un focus actuellement des scientifiques qui s'intéressent à ce sujet, sur ce sujet, c'est-à-dire sur les effets délétères de la lumière sur l'homme compris comme l'homme et la femme. Donc, c'est vrai qu'il y a un problème qui émerge dont on n'a pas vraiment les solutions. On peut penser, par exemple, qu'il serait facile de demander à toutes les boutiques d'éteindre la nuit leur néon. Quand vous allez sur les Champs-Élysées, c'est éclairé. On peut penser ça, on peut penser qu'on puisse, vis-à-vis de ces adolescents et de ces enfants face à leur smartphone, on peut penser qu'il faudrait les instruire. Difficile, très difficile. On pourrait les instruire dans le cadre de l'école, c'est-à-dire l'éducation nationale. C'est ce que nous proposons depuis très longtemps. Et on fait des rapports qui s'empilent sur les étagères des ministères. Alors Vincent de Bordenave, cet intérêt de la communauté scientifique qui justement presse les pouvoirs publics de prendre des mesures sur l'exposition aux écrans, mais aussi sur l'éclairage public, vous le constatez aussi, c'est un sujet qui est en pleine effervescence ? Bien entendu, alors la pollution lumineuse, c'est un sujet qui existe dans le monde scientifique depuis de nombreuses années, et en premier lieu, c'est les astrophysiciens qui ont pu alerter là-dessus, mais il y avait un peu une vision comme une coquetterie de plus pouvoir regarder le ciel, et depuis une dizaine d'années maintenant, même un peu plus, il y a une vraie montée en puissance de ces sujets. Preuve en est, il y a un an tout pile, la revue Science faisait une grande revue de littérature sur l'ensemble de nos connaissances scientifiques et publiait un ensemble là-dessus qui listait l'ensemble des problèmes, et il y a une prise de conscience de la communauté scientifique de prendre en compte cette pollution lumineuse comme les autres pollutions, et qui a un impact à la fois sur nous en tant qu'individus et sur la santé publique, et à la fois sur l'ensemble des écosystèmes, ce que vous expliquiez tout à l'heure. François Collat, les astronomes ont aussi leur mot à dire, parce que la nuit, c'est aussi et peut-être d'abord votre domaine, puisque vous observez le ciel étoilé qui, par définition, se voit beaucoup plus la nuit. Les astronomes sont rentrés maintenant, sont partie prenante de ce débat sur la question de la pollution lumineuse ? Nous, ça fait très longtemps. Moi, ça fait plus de 30 ans que je me bats contre la pollution lumineuse. Alors, effectivement, au début, c'était vraiment une démarche égoïste. En fait, on veut protéger nos observatoires. Ouais. En fait, avec le temps, je vois bien que les impacts sur tous les écosystèmes sont énormes. En fait. Et c'est même bien plus important que l'astronomie. Et nous, astronomes, on a des télescopes dans le désert au Chili où il n'y a personne. On n'a pas trop de soucis de pollution lumineuse. Et ce qui se passe, c'est qu'avec la réserve du pic du Midi, nous, on ne voulait pas faire une réserve comme une réserve d'Indiens. En fait. On voulait en fait, profiter en fait, du pic du Midi, qui est quelque chose d'iconique, pour dire, voilà, là, on peut le faire, et puis tout le monde en profite. En fait. C'est-à-dire qu'on ne protège pas que le pic, on protège toute la région, toutes les Pyrénées. En fait. On va en parler dans un sens qu'on a justement des images à vous montrer. On y allait, bien sûr, au pic du Midi. Avant ça, on va rester un peu plus près de Paris, parce que la question de la pollution lumineuse, on l'associe. Vous avez parlé des écrans, et les écrans, ils sont dans toutes les maisons, dans tous les foyers. Quelque part, j'ose dire, hélas. Mais la pollution lumineuse, l'éclairage public, c'est vraiment un problème qui concerne les grandes villes, les grandes métropoles en premier chef. Et bien justement, c'est la raison pour laquelle j'aimerais qu'on entende Madeleine Mété sur ce plateau, qui va nous rappeler aussi que y a quelque chose qui est de l'ordre d'une forme de quête anthropologique. On a cherché depuis des siècles à éclairer la nuit. C'était presque une forme de progrès. C'est ça, au fond, Madeleine, la longue histoire de l'éclairage public à Paris dont vous allez nous parler. Effectivement, bonsoir Paul, bonsoir à tous. Donc ce soir, je suis ambitieuse et je vais essayer de vous raconter 300 ans d'histoire de l'éclairage public à Paris, en commençant par la fin, c'est-à-dire par aujourd'hui, par 2024. Aujourd'hui, Paris, c'est 345 000 points lumineux, dont 192 lampadaires publics. Le reste, c'est du privé et des magasins. Et en début d'année, dans la nuit du 28 au 29 février, il s'est passé un phénomène très rare, dont vous pouvez voir une image derrière moi.
la plupart des lumières publiques se sont éteintes. Pourquoi ? Le système informatique avait été mal programmé et avait oublié qu'on était en année bissextile. Et donc ça, pour retrouver des images de Paris plongées dans le noir comme ça, c'est absolument stupéfiant. Il faut remonter très très loin en arrière. Effectivement, Paul, puisqu'il faut remonter, on va dire en gros, au XVIIe siècle, avant 1667, date à laquelle Louis XIV a ordonné d'éclairer la capitale pour mieux la maîtriser. Avant cette date, il faut imaginer Paris, ses rues noires, boueuses, gluantes, où les passants devaient emporter leurs propres chandelles ou faire appel à des guetteurs, des espèces de taxis d'éclairage qui se promenaient dans les rues en criant « Voilà le falot » pour s'annoncer. En 1667 donc, Louis XIV lance une esquisse d'éclairage public en demandant que des milliers de lanternes à bougies soient accrochées au bout des rues principales. Peu à peu, la mesure est imposée aux grosses villes. Des habitants sont élus pour allumer les lampes et ceux qui ne le font pas bien peuvent même être traînés en justice. En 1755, le poète Adrien Joseph de Valois peut s'exclamer dans son poème « Les Nouvelles Lanternes »: « Le règne de la nuit, désormais, va finir. Même si, comme ça coûte cher, on n'éclaire pas partout et on n'éclaire pas les nuits de pleine lune. » Et c'est intéressant ce que vous dites, Madeleine, parce qu'il y a un surnom qu'on connaît tous pour qualifier Paris, c'est de parler de la ville lumière. C'est donc après que Paris a gagné ce surnom. Effectivement, c'est au moment de l'arrivée de l'éclairage au gaz. À ce moment-là, en fait, les grands bâtiments sont restés allumés la nuit pour donner une forme de vitrine comme ça à la capitale, donc l'Opéra, le Luxembourg. Et la lumière est devenue en fait la marque de la modernité. En 1879, la lampe à incandescence a marqué le début de l'éclairage presque comme on le connaît aujourd'hui. Il faudra attendre la fin des années 2010, puis l'explosion des prix, pour se poser une question en voyant en fait ce genre d'image: est-on allé trop loin ? Aujourd'hui, les Parisiens font partie des 99% d'Occidentaux qui n'ont plus accès le soir à la Voie lactée, comme vous le disiez tout à l'heure. Alors que faire ? Je vous propose de regarder en fait cette étude, voilà, ce diagramme qui vient d'une étude de la mairie de Paris, qui a montré en 2018 que 58% des lumières émises la nuit provenaient d'éclairages privés. Preuve que contre la pollution lumineuse, tout le monde peut faire un petit quelque chose. Merci beaucoup Madeleine Métayer. On va le garder un instant sous les yeux, ce diagramme, parce que François Colas, il est intéressant. On a quelques mesures en tête. Par exemple, la Tour Eiffel maintenant ne reste pas allumée toute la nuit. Ce sont des mesures d'éclairage public. Quelque part, c'est facile à faire. Il suffit que la mairie décide en conseil de la ville de Paris, on éteint. Mais en fait, ce que ça montre là, c'est que la plupart des sources lumineuses à Paris, c'est d'abord l'éclairage privé. C'est des décisions individuelles, ça dépend de chaque personne. Mais moi, je suis surpris toujours en me baladant dans les rues de Paris. On voit les éclairages et on voit des éclairages qui éclairent chez les gens, qui sont hyper intrusifs, en fait. Et je comprends pas, parce qu'en fait, les personnes devraient porter plainte contre la mairie pour avoir... Oui, encore de l'éclairage public, les lampadaires. Ah ouais, des lampadaires, ouais, et pour avoir des baffles, en fait, qui fassent que cet éclairage ne rentre pas chez les gens, en fait. C'est fou, en fait. Et je pense qu'il n'y a pas encore une prise de conscience des personnes en général, en fait, de ce que c'est que la pollution lumineuse et de l'éclairage. Je vois même pour l'éclairage intérieur, en fait. Moi, chez moi, j'aime bien avoir des éclairages indirects, des éclairages doux, et en fait, des fois, on rentre chez les gens et c'est agressif, quoi. Et il n'y a pas encore cette notion, enfin, sur certaines personnes, mais il n'y a pas encore ce réflexe d'essayer les températures de couleurs, les choses comme ça, des couleurs agréables. Alors, vous avez dit tout à l'heure, François Colas, c'est qu'il ne faut pas résumer, en fait, la question de la pollution lumineuse à une protection égoïste d'astronomes qui voudraient continuer à voir les étoiles. Et même, il ne s'agit pas non plus de la ramener uniquement à une question anthropologique, pour une raison très simple, c'est qu'en fait, les éclairages que l'on choisit d'avoir dans nos métropoles, dans nos villes, ils ont un impact sur tous les écosystèmes. Et c'était aussi la question que je voulais poser à vous, Vincent Bordenave, c'est-à-dire que les conséquences de cet éclairage public, elles se répercutent sur les animaux, sur les plantes, sur tous les écosystèmes. Ça a des conséquences directes sur le vivant. Ça a des conséquences directes et indirectes. Il faut prendre en compte qu'en fait, avec cet éclairage public aussi important, on bouleverse les rythmes naturels. Et donc, il y a un certain nombre d'animaux qui sont directement confrontés. On peut penser aux chauves-souris, par exemple, pour qui les routes allumées sont des vraies barrières et ne peuvent plus les franchir. Et ce qui a un impact donc, sur leur conditions de vie, sur leur prédation, donc sur leur survie. Mais au-delà de ça, il y a aussi des impacts, bien entendu, indirects, avec des changements de comportement des animaux, les mammifères qui étaient
devenues diurnes après le règne des dinosaures redeviennent de plus en plus nocturnes. C'est quelque chose qu'on a quantifié, qui a été publié dans la revue Science en 2018. Et ensuite, les principales victimes sont les insectes. On sait que les insectes sont en train de diminuer en population et en nombre, ce qui est très important et très grave pour le futur. Et la pollution lumineuse, c'est la deuxième cause directe de disparition des insectes. Ça a été publié en 2019, ne serait-ce que parce qu'un tiers des insectes qui sont piégés la nuit par une lumière, parce qu'ils sont attirés, on pense aux papillons de nuit qui sont attirés, brûlés par les ampoules, mais pas seulement, qui sont piégés dans un environnement la nuit, ne vont pas survivre. C'est ça, parce qu'en fait, la lumière, ça peut repousser certains animaux, vous parlez des chauves-souris, ça peut en attirer aussi d'autres, et pas forcément pour avoir des conséquences. Exactement, quand on attire les insectes, on va avoir un phénomène de prédation accrue, et donc des populations qui vont être mises en danger. Oui, juste une remarque, en fait, ce qui est important de comprendre, c'est que la pollution lumineuse, ça peut faire des choses qui sont irréversibles. Parce que souvent, nous, on a souffert du fait que disent, ouais, la pollution lumineuse, c'est pas très grave, parce que finalement, on coupe les lumières, c'est fini. Ben non, c'est pas fini, parce qu'en fait, ces équilibres, en fait, il y en a certains qui vont mettre beaucoup de temps à revenir, en fait. C'est pas comme quand tu es un pétrolier qui s'échoue sur une plage, on comprend bien que ça va durer longtemps. Et la lumière, c'est pareil. Ça peut créer des catastrophes écologiques de très long terme. Voilà. Oui, je voulais ajouter à la liste exacte que vous avez donnée le problème de ces oiseaux migrateurs qui ont une horloge, comme nous avons une horloge, laquelle horloge anticipe l'hiver qui va venir ou l'été qui va venir, et ils règlent leur migration par rapport à ça. La lumière qui est là à l'extérieur, mais elle les perturbe. Parce que quelle anticipation sur quelles données réelles de lumière du soleil vont-ils faire? Donc il y a également un problème avec tous les problèmes toutes les espèces qui sont hibernantes, les oiseaux migrateurs, etc. Et donc c'est vrai que c'est un problème, parce que dans toutes ces espèces, hommes inclus, vous avez une perturbation par la lumière, quand elle n'est pas là au bon moment, de l'horloge interne, c'est-à-dire de ce que nous avons dans le cerveau, les humains, de ce que nous avons dans le cerveau qui nous permet d'être synchronisés avec l'environnement. Et si on n'est plus synchronisé, on est en ce qu'on appelle actuellement jet lag social, c'est-à-dire comme si on allait de Paris à New York, par exemple, mais que ce n'est pas l'avion qui nous amène à New York, c'est notre comportement ou notre travail posté, qui fait que nous sommes plus en adéquation avec la journée classique habituelle. On est où ils sont en jet lag. Donc ça désynchronise et ça a des conséquences sociales aussi, c'est-à-dire pas juste sur la santé, mais aussi sur le rapport aux autres. Les enfants, la famille, les repas qui ne sont pas pris au même moment, le sommeil qui est diminué de façon considérable. Chez ces travailleurs postés, parfois 2 heures à 4 heures, ce qui est énorme. Et on est dans un cercle vicieux qui fait qu'on a moins de mélatonine, on a moins de sommeil, on a moins d'efficacité au travail, on a plus de possibilités d'accidents. Donc on est dans une sorte de bouillabaisse dont il faut extraire les éléments pour essayer de les contrer les uns après les autres. Alors François Colas, tout à l'heure vous avez évoqué un exemple sur lequel j'aimerais qu'on s'attarde, c'est l'exemple du pic du Midi, donc c'est un observatoire astronomique, je crois le plus ancien en France, si ce n'est en Europe, qui est donc posté sur un sommet des Pyrénées. Et cet endroit, c'est très intéressant parce que ils ont créé ce qu'ils appellent, j'adore ce mot, je le trouve très beau, une réserve de ciel étoilé. Ils ont voulu protéger l'accès à l'obscurité dans toute une zone qui recouvre une grande superficie du parc national des Pyrénées tout autour, donc ça suppose des accords avec les pouvoirs publics, avec tous les partenariats qui peuvent être supposés aux alentours. Et donc, on va voir exactement comment ça fonctionne. Pour ça, Madeleine Métayer et Camille Jaillère sont partis en reportage et je vous montre tout de suite les images qu'elles ont tournées. Dans les Pyrénées, à 3000 mètres d'altitude, se trouve le plus vieil observatoire d'Europe, le pic du Midi. Quelque part, c'est un peu la première station spatiale internationale, le pic. Ici, quand le soleil se couche, on ne voit pas les grosses lumières des villes briller à l'horizon. On est à 3000 mètres d'altitude, on est au-dessus de l'horizon nord, et là, en dessous de nous, il y a plein de villes et villages. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on ne voit quasiment aucune lumière artificielle. Mais si on lève la tête, on voit bien les étoiles. Cette nuit plus noire qu'ailleurs, c'est une réserve de ciel étoilé. Très concrètement, une réserve de ciel étoilé, c'est tout d'abord un espace. Donc cet espace, ici,
c'est près de 250 villes et villages et ça représente la moitié du département des Hautes-Pyrénées. Dans une réserve de ciel étoilé, les communes prennent des mesures pour lutter contre la pollution lumineuse. Ce sont les astronomes en fait qui ont inventé ce terme au début du XXe siècle, quand ils ont commencé à voir les villes s'étendre, améliorer leurs éclairages et forcément éclairer plus et dans tous les sens. Aujourd'hui, la lumière artificielle empêche 99% des Européens de voir la Voie lactée. Mais depuis une dizaine d'années, on a compris que cette perte d'accès à la nuit, finalement, c'était plus largement une autre forme de notre rupture avec la nature. À Trébons, commune membre de la réserve étoilée, le syndicat de l'énergie a modifié l'éclairage public pour le rendre moins polluant. Donc on a l'horloge astronomique là, qui est pilotable via une application smartphone qu'on va retrouver et qui nous permet de faire des réglages spécifiques à la commune. Il y a beaucoup de communes au niveau de la réserve internationale de ciel étoilé qui coupent leur éclairage en seconde partie de nuit. C'est le cas de la commune sur laquelle on se trouve, qui coupe son éclairage de 23h à 6h. Réduire l'éclairage public, c'est bien, mais le modifier, c'est encore mieux. Là on est sur une ancienne génération de lampes, donc c'est une lampe à sodium à haute pression 100 watts, donc qui va éclairer à peu près à 270 degrés. Et après on a de l'éclairage dernière génération qui a été installé il y a 2 mois de ça, et qui va venir en fait, éclairer que le domaine public et avoir très peu d'éclairement sur la façade. Séduite par le concept, 250 communes ont joué le jeu. Les communes qui nous demandaient d'éclairer nous ont demandé de réduire l'éclairage. En 10 ans, sur le territoire de la réserve internationale de ciel étoilé du Pic du Midi, on a rénové un tiers de l'éclairage, c'est-à-dire à peu près 10 000 points lumineux. Cet investissement a permis de protéger le ciel, mais aussi de faire de nombreuses économies pour les communes, puisque quand on change un luminaire, on divise par 4 à peu près la facture énergétique. Cet avantage économique est aussi un avantage écologique. On est clairement sur le périmètre de la réserve internationale de ciel étoilé. On est sur des axes migratoires et les oiseaux, il faut savoir qu'ils se repèrent avec les étoiles. Donc si on a une pollution lumineuse et un halo qui s'émancipe vers le ciel, ça aura un impact direct sur ces oiseaux-là qui vont être désorientés, déboussolés, ça peut changer les axes migratoires. Après, Oiseaux, chauves-souris, papillons, la lumière constante a bouleversé la vie de plusieurs espèces. Leur rendre un peu de nuit suffit parfois à les sauver. Voilà, c'était un très beau reportage de Madeleine Métayer et de Camille Jaïr au Pic du Midi sur cette réserve de ciel étoilé. Vous voyez, ça fait partie des idées qu'on essaye de distiller aussi dans notre émission. Et Vincent Bordenave, vous savez bien comment ça fonctionne. Je crois que vous y avez passé aussi quelques jours au Pic du Midi. Des réserves de ciel étoilé comme ça, il en faudrait plus ailleurs en France ? Alors, il en faudrait plus, oui. Ensuite, il y a quand même une limite à cette démarche, quand on en discute avec des scientifiques qui ont une vision un peu plus globale, c'est qu'on va apporter une réponse sur un sujet précis, qui est notamment l'observation. On va apporter une réponse sur un point précis, mais pour régler le problème dans son ensemble, ce qu'on disait tout à l'heure sur l'impact sur la santé humaine, mais également sur les migrations et sur l'ensemble des écosystèmes, il faut réfléchir à des corridors entre les réserves et des zones où on a un changement en fait, de paradigme et on passe dans une sorte de sobriété lumineuse, ce qui est tout sauf facile parce qu'on l'a dit tout à l'heure, rendre nos villes lumineuses la nuit, ça impacte énormément de choses, c'est de la sécurité, c'est le progrès et aller dans la démarche inverse, reconquérir l'obscurité, c'est quelque chose d'assez contre-intuitif et pourtant, si on veut avoir un véritable impact pour les écosystèmes, pour l'ensemble de la faune et de la flore, mais aussi sur la santé humaine, c'est ce vers quoi il faut aller en modifiant les types d'éclairage. Donc ça a été très bien dit dans le reportage. Aussi la lumière qui est utilisée, plus de lumière rouge, moins de lumière bleue, etc. François Collat, il y a cette idée un peu qu'il faut réhabiliter la nuit et finalement c'est aussi le but pédagogique de cette réserve de ciel étoilé. C'est exactement ça, parce que moi au début j'étais contre cette réserve de ciel étoilé, parce qu'en fait mon idée c'est de dire bon, on va faire une réserve, ça va être super, on va avoir un bel observatoire et puis les gens disent si vous voulez faire de l'astronomie, allez au Pic du Midi et puis voilà, nous on peut polluer ailleurs en fait. Et donc pour ça j'étais contre et en fait nous on se sert finalement du fait que ce pic est magique et qu'en fait on dit voilà ça marche, il faut copier ce qu'on a fait ici mais pas forcément dans une réserve en fait. Parce qu'on sait bien que le halo de Londres et le halo de Paris sont connectés. Donc en fait, tous les gens qui sont entre Paris et Londres, ils ont un problème à cause de Paris et de Londres. Donc c'est énorme. Donc en fait, il faut vraiment s'occuper des lampadaires à Paris
parce qu'en fait, c'est pas que pour les Parisiens, c'est pour tout le monde. Et donc, nous, on sert d'exemple, en fait, et c'est ça qui est important. En fait. Donc, c'est un exemple qui doit servir pas seulement à créer des endroits protégés dans des lieux précis avec un intérêt naturel très fort, mais qui doit inciter, en fait, finalement, tout le monde, y compris dans les grandes collectivités locales, à faire un effort de réduction de l'éclairage. Moi, je prends souvent l'exemple, en fait, des ours. Vous voyez, les ours dans les Pyrénées. Oui. Alors, c'est sûr qu'on peut vivre sans les ours dans les Pyrénées, c'est pas très grave, mais en fait, le fait que la plupart des gens les ont pas vus, en fait, c'est une espèce, on appelle ça une espèce parapluie. C'est-à-dire qu'en fait, si les ours arrivent à vivre, c'est-à-dire qu'en fait, tout le monde en profite. Et en fait, c'est pareil pour le pic du Midi. Le fait qu'on protège le pic du Midi, en fait, tout le monde en profite, tout le monde pourra voir la Voie lactée. Et je trouve que cet exemple, il est assez parlant. Ouais. Yvan Twitou, en un mot, on a parlé beaucoup de solutions collectives. Chacun peut aussi, dans sa vie personnelle, mettre en place des mesures pour limiter cette exposition à la lumière artificielle. Vous avez un conseil à donner à ceux qui nous regardent ? Je ne sais pas, je serais présomptueux de donner des conseils, mais ce que je pense, c'est qu'il faut que l'ensemble se préoccupe, l'ensemble, c'est-à-dire les politiques, les parents, les enfants, etc., qu'il y ait une information suffisante pour montrer que c'est un problème. Et qu'à titre individuel, c'est un problème sur la santé. Voilà, de l'information, c'est ce qu'on a essayé de faire grâce à vous trois. Merci beaucoup pour votre participation à cette belle émission de Terre des Hommes sur la pollution lumineuse. Pour ceux qui nous suivent, on se retrouve avec plaisir pour la prochaine fois. On abordera un sujet très différent, mais qui vous concerne aussi dans votre vie quotidienne. L'accès au train. Vous savez, on répète beaucoup que le train, c'est le mode de transport le plus écologique. Encore faut-il pouvoir monter dans un train et aller là où on veut avec. Ce sera le sujet de notre prochaine émission de Terre des Hommes. À très bientôt.